travaille maintenant depuis plus de 20 ans dans l'industrie pharmaceutique. J'ai commencé comme chercheur en biologie moléculaire et cellulaire à la Paillasse. Et puis au milieu des années 90, j'ai décidé de faire de la bioinformatique. Je trouvais que c'était intéressant de manipuler toutes ces informations. Des déluge d'informations qui commençaient à émerger. C'était avant le génome humain, mais on avait déjà beaucoup de choses à assimiler. Ce que je voudrais partager justement aujourd'hui avec vous, c'est ce en quoi je crois aujourd'hui, ce en quoi nous sommes un certain nombre chez Ipsen à croire, c'est-à-dire l'intégration des big data pour les sciences translationnelles. Alors, je vais déjà faire un petit saut en arrière. Vous connaissez peut-être cette machine, c'est un séquenceur Perkin-Elmer ABI 373. C'est le modèle qu'en 1996, on avait demandé de mettre en place pour le laboratoire de séquençage automatique. C'est une machine qui permettait de produire environ 25 kilo paires de bases de séquences, 2 runs par day, 24 puits. Donc globalement, les applications, le séquençage de plasmides, pour la transfection de modèles cellulaires dédiés soit au criblage, soit à la construction de modèles animaux. Donc on était dans un mode plutôt recherche. Et puis en 2012, une des dernières versions de l'Illumina ESSEC qui permet de séquencer environ un génome par jour avec une couverture de 30x, c'est-à-dire produire environ 100 gigas paires de bases quotidiennement. Et ça change vraiment complètement les choses puisque ça permet de remettre la compréhension de la maladie au niveau individuel, au niveau du patient et ouvrir la voie à ce qu'on appelle la médecine de précision, la médecine individualisée. En parallèle, évidemment, de cette évolution technologique autour du séquençage, il y a toute la partie informatique et bioinformatique. Donc à l'époque, c'était le CITI2, donc, qui était à l'université Paris-Descartes. Un peu plus tard, c'était Infobiogène. Et aujourd'hui, en 2013-2014, vous avez par exemple la machine Watson d'IBM qui est utilisée par exemple par un groupe de chercheurs du MD Anderson Cancer Center qui est capable d'avaler des corpus de littérature médicale tels quels, des milliers de dossiers médicaux, bien sûr tout un ensemble de données génétiques et génomiques, et qui aident les cliniciens dans leur choix thérapeutique chez des patients atteints de leucémie. Alors, c'est un pilote, hein, évidemment, mais vous voyez bien quand même que les progrès qui ont été réalisés en une quinzaine d'années sont absolument considérables. Et donc aujourd'hui, la production de séquences est considérable et est en train de devenir une des plus grosses sources de données autour des patients. Mais ce n'est pas la seule. Et il y a un grand nombre d'autres ressources aujourd'hui dans le domaine de la santé. Donc on a toute la dimension omics. Donc je viens de parler du génome, également le transcriptome, le protéome, le métabolome. On a tout ce qui est les dossiers médicaux électroniques. Alors, on est encore loin d'avoir ces dossiers médicaux systématiquement sous forme électronique, mais quand même de plus en plus, avec cette science qu'on appelle le clinical informatics, de plus en plus d'hôpitaux et de centres hospitalo-universitaires s'équipent pour informatiser ce type d'informations. Et puis, on a aussi, par exemple, les données d'imagerie. Donc, tout ça peut être produit par la recherche, par les hôpitaux. Et puis on a toute une série aussi de supports, généralement moins structurés d'ailleurs. Ce sont tous les rapports qu'on s'échange par mail, les présentations, etc. Donc l'ensemble de toutes ces informations qui tournent autour des patients, autour de la maladie, autour de la santé, constituent ce que les Américains définissent par les 3 V, Volume, Velocity and Variety, c'est-à-dire la quantité, le volume, le flux, la vitesse à laquelle ces informations nous arrivent et leur multiplicité par nature. Pour vous donner justement une idée de ces volumes, on a aujourd'hui dans le monde de l'omics des quantités de données qui sont de l'ordre de 10 puissance 15, c'est-à-dire l'hexaoctet. Dans le domaine clinique, alors clinique au sens essai clinique, hein,
On est à une échelle 1 million inférieure, 1000 fois inférieure si on considère les données d'imagerie. Et si on considère les données réelles, notamment les données des dossiers médicaux électroniques par exemple, on est à une échelle considérable puisqu'on a 10 puissance 21 octets, c'est-à-dire qu'on est dans la gamme des états. En plus, avec des volumétries qui évoluent de manière très rapide, de l'ordre de 6 mois ici pour les données OMIX, 6 à 8 mois, et moins de 6 mois pour les données du monde réel. Alors aujourd'hui, chez Ipsen, qu'est-ce que ça veut dire les big data? Donc on utilise, ou en tout cas on dispose évidemment de nos données propres, données internes, qui sont soit des données très structurées, typiquement des données OMIX, ou les données de la recherche, ou les données cliniques, résultats des études cliniques, et également des données moins structurées, qui peuvent être par exemple des rapports de pharmacocinétique, qui ne sont pas forcément capturés par des moyens électroniques. Et puis, évidemment, il y a tout un côté qui est la production de données par l'académie, en particulier la littérature médicale, mais également énormément de données OMIX qui, à mon sens, sont aujourd'hui très largement sous-utilisées. En volumétrie, on a essentiellement des données non structurées, ce qui d'ailleurs crée un espace pour un certain nombre de compagnies qui se spécialisent maintenant dans le nettoyage et la structuration d'informations, de façon à ce qu'elles puissent être exploitables de manière plus directe par des informaticiens, des bioinformaticiens ou des statisticiens. Demain, c'est l'utilisation de données real world, données du monde réel, c'est-à-dire toutes ces données qui ne sont pas produites dans le cadre stricto sensu d'essais cliniques, mais qui sont produites par les hôpitaux, donc les dossiers médicaux électroniques, qui peuvent être produits également par des gens qui font des méta-analyses, qui peuvent être produits par les pharmacies. Par exemple, une compagnie qui s'appelle Walgreens aux USA, qui est en fait la plus grande pharmacie et distributeur de médicaments, qui utilise les données patients, clients, pour les orienter vers des essais cliniques en collaboration avec des partenaires industriels. Et puis, il y a une autre ressource qui aujourd'hui est encore, je dirais, en tout cas dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, à l'état de recherche, qui est le crowdsourcing, c'est-à-dire l'utilisation de toutes ces informations issues essentiellement des patients eux-mêmes à travers des médias sociaux. Vous connaissez certainement Patients Like Me, par exemple. Et récemment, il y a une grande pharma qui, en collaboration avec ce site, a également mis en place un recrutement pour des essais cliniques. Pourquoi? L'objectif ici, c'est que chacun d'entre nous construit un jeu de données qui est généralement assez parsemé et pas suffisamment étayé pour émettre des hypothèses ou prendre des décisions. Donc l'intérêt justement de ces big data, c'est de les agréger à nos propres données, celles qu'on produit en recherche et en développement, et constituer une espèce de réalité augmentée qui nous permet de prendre éventuellement des décisions ou en tout cas de dégager des tendances. Alors pour en arriver là, il y a effectivement un certain nombre de challenges. Et ce que j'aimerais, c'est partager avec vous quelques éléments d'analyse et quelques retours sur notre expérience récente. Ce qu'on risque de rencontrer aujourd'hui en première intention, c'est une résistance au changement général, parce qu'on apporte une nouvelle façon de travailler. La nécessité de dépasser un certain nombre de silos, des silos fonctionnels, c'est faire travailler les gens de différentes cultures scientifiques ensemble, les cliniciens, les médecins, les chercheurs, les informaticiens, les mathématiciens, et puis également les silos informationnels. Donc là, c'est plus relatif au fait que chacun capture ces informations dans des bases de données qui ne sont pas connectées entre elles. Et donc, il faut être capable de réagréger toutes ces informations. Peut-être quelques éléments pour changer d'état d'esprit, partir éliminer certaines croyances et prendre une position un peu plus pragmatique vis-à-vis de l'utilisation de ces big data. D'abord, les données ne sont pas là pour nous poser des problèmes. Elles sont là essentiellement pour nous aider à répondre à des questions. Donc ce qui est important, c'est de considérer en première intention la question et pas les données. Ça ne sert à rien d'accumuler des données. Il faut d'abord se poser là ou les bonnes questions.
et rester relativement centré sur un nombre limité de questions. Il y a les objectifs. Alors là, c'est relativement discutable parce que une des utilisations potentielles de ces big data, ça peut être la pharmacovigilance, donc la détection de signaux faibles et qui nécessite effectivement de disposer de jeux de données très importants. Et puis il y a la compréhension de la maladie, où là on peut se réduire à un jeu de données nettoyé pour apporter des éléments tangibles. Plus c'est gros, mieux c'est. C'est pas forcément une approche très facile à implémenter. Et donc là encore, probablement commencer par des jeux de données de taille limitée, mais de qualité établie, est probablement une approche qui a le plus de chances de fonctionner. Et enfin, l'importance du contexte, que ici j'interprète comme la capacité à travailler en équipe multidisciplinaire, avec les experts du domaine et les scientifiques de la donnée, donc les bioinformaticiens, les mathématiciens, les statisticiens, dans un ensemble qui comprend, si vous voulez, à la fois les compétences médicales et des expertises techniques. Et puis, le rôle de l'informatique. Il ne faut absolument pas laisser l'informatique conduire ce type de projet. C'est vraiment au métier de donner le fil conducteur et surtout aussi d'avoir une approche, là aussi limitée en portée, avec des scénarios qu'on implémente au fur et à mesure. Et donc je pense qu'en tant que scientifique translationnel, de par notre culture, qui est déjà multidisciplinaire, on a vraiment une position clé pour promouvoir et favoriser ce type d'approche. Un autre aspect, c'est également d'être capable d'améliorer nos capacités d'analyse de ces données. Jusqu'à récemment, on utilisait essentiellement des approches descriptives. Donc on observait, on décrivait, éventuellement on qualifiait par des approches statistiques. Dans l'industrie pharmaceutique, c'est vraiment important qu'on passe de cette étape descriptive et donc où on est en réaction par rapport à des observations à une approche proactive qui va nous permettre de prendre les bonnes décisions le plus tôt possible dans le pipeline de développement, de façon à réduire l'attrition et les coûts. Et donc ici, ça implique évidemment de nouveaux types d'outils et de nouvelles compétences. Alors des décisions à propos de quoi? Alors ici, j'ai découpé de manière un peu arbitraire en 3 étapes, en fait. Donc les phases d'essai cliniques tardives, phase 3, phase 4, où on peut imaginer d'utiliser ces big data pour des signaux de pharmacovigilance, mais également préparer la transition au-delà des essais cliniques pour estimer et positionner nos produits, notamment par rapport à la compétition. Et de toute façon, sur ce point-là, il y a une pression de plus en plus importante, et notamment des organismes payeurs, pour être capable de modéliser les performances de nos produits. Au niveau des essais cliniques de phase 1 et de phase 2, être en mesure de modéliser et de simuler des essais cliniques, c'est également être capable d'identifier les sites de recrutement, d'identifier les sous-populations de patients à inclure et de mettre en place des essais adaptatifs. Et ici, et je vous montrerai un exemple après, c'est comment utiliser dans le contexte des big data pour la découverte de nouveaux biomarqueurs. Et puis sur la partie précoce de la recherche, un apport sur tout ce qui est la prédiction des effets toxiques, la mise en place du plan de recherche translationnelle et du TPP, et enfin préciser, et notamment par rapport à des données réelles, le besoin médical. Alors, voilà l'exemple. D'abord, peut-être 2 ou 3 slides de contexte. Donc, ici, il s'agit d'un produit qui s'appelle le TaskWinimod, qui est co-développé par Ipsen et par une société suédoise qui s'appelle Active Biotech. C'est une nouvelle molécule qui cible le micro-environnement tumoral en se bindant à une protéine qui est S100A9. Donc S100A9 est une protéine qui régule les fonctions des cellules myéloïdes, notamment leur recrutement et leur différenciation, et qui, dans les contextes de tumeurs,
créer un environnement immunosuppressif. Donc le Tasquini-mode inhibe la progression de la tumeur en agissant sur le micro-environnement via des mécanismes d'immunomodulation, d'anti-angiogénèse, et également en limitant l'établissement de cellules tumorales au niveau de niches métastatiques. Donc voilà pour le mode d'action. Ce produit est passé en phase 2 chez les patients atteints de cancer de la prostate, résistants aux thérapies anti-androgéniques. Les endpoints qui étaient mesurés, donc les critères d'évaluation étaient en fait le pourcentage de patients sans progression à 6 mois sur cette étude de phase 2. Et en parallèle, on a réalisé un biobanking du plasma. Donc les résultats étaient assez favorables puisqu'on voyait qu'il y avait un net avantage en termes de non-progression dans le bras traité par rapport au bras placebo, et une amélioration de la PFS médiane qui passe de 3,3 à 7,6 mois. Alors le biobanking nous a permis d'identifier un certain nombre de biomarqueurs candidats qui pourraient être prédictifs chez ces patients de la réponse à la drogue. Donc ici vous avez un forest plot qui montre que pour certains de ces biomarqueurs, leur concentration plasmatique à la semaine 8 était plus basse dans le bras traité, pas dans le bras traité, mais dans les patients qui ont bénéficié du traitement et qui montrent une amélioration globale de la survie. Et notamment donc TGF-bêta. Donc entre-temps, une phase 3 a été initiée. Le data mining, ici que vous voyez ici, est tout à fait classique. Et la question qui se posait, c'est comment est-ce qu'on pourrait ajouter de nouveaux biomarqueurs à cette phase 3, de façon éventuellement aussi à dérisquer en identifiant des sous-populations qui soient meilleurs répondeurs. La question qui était posée très exactement, c'est est-ce qu'on peut trouver de nouveaux candidats biomarqueurs ayant une valeur pronostique et qui soient associés à ce pathway, ou en tout cas à la sphère d'influence de TGF-bêta, qui soit consistant avec le mode d'action de Tasquini-mode, c'est-à-dire autour de l'immunoinflammation, et si possible, qu'on ait des informations sur leur capacité ou leur association avec la progression de la tumeur. Et enfin, le dernier critère, c'est qu'il nous fallait évidemment quelque chose des biomarqueurs circulants, puisque chez ces patients qui ont déjà subi une prostatectomie, on n'a pas accès facilement à la tumeur, donc c'était une contrainte supplémentaire. Donc on a mis en œuvre une approche de type big data. On est parti donc des connaissances précliniques qui sont produites chez nous, en collaboration d'ailleurs avec des partenaires académiques, ainsi que de l'hypothèse de départ de la phase 2 qui était TGF-bêta serait un bon candidat pour prévoir la réponse des patients. Et on a décidé d'enrichir ces informations de base avec des données externes dans l'objectif de sélectionner un nouvel ensemble de biomarqueurs candidats. Alors la première ressource qu'on a utilisée, ce sont des données qui sont dans la base d'expression Gene Expression Omnibus. On a collecté ici plus de 500 profils d'expression de patients qui présentaient un profil clinique similaire, c'est-à-dire prostate cancer, résistant ou en tout cas à un stade avancé. Et on a étudié à travers ces 500 profils transcriptomiques quel était le comportement des gènes autour de TGF-bêta, c'est-à-dire quel est le réseau d'interaction génique autour de TGF-bêta. On a aussi ensuite mis ça en contraste avec les réseaux d'interaction TGF-bêta d'une manière générale dans des tissus non pathologiques. Donc là, on a utilisé une autre base de données publique qui s'appelle CoExpress-DB. On veut des protéines circulantes, donc on a également criblé Uniprot pour certaines caractéristiques qui nous permettaient d'établir si la protéine était sécrétée ou non. On a aggloméré tout un corpus de littérature provenant de PubMed autour d'un certain nombre de mots-clés qui ont été définis avec mes collègues spécialistes du domaine de l'immuno-inflammation. Et on a également agrégé une partie d'une base de données commerciale qui s'appelle GoBiome et en fait qui récapitule, qui concentre les informations qu'on a autour de biomarqueurs dans tout un tas d'indications, les biomarqueurs qui sont les biomarqueurs le plus souvent au stade de recherche, donc non validés, ou des biomarqueurs
validé. Voilà, donc on a agrégé toute cette information qui est représentée ici par ce cube, et on a appliqué un certain nombre d'algorithmes assez simples de corrélation, de classement, de filtres, et on est arrivé à cette sélection de 5 biomarqueurs candidats qui aujourd'hui donc sont évalués sur la biobanque de la phase 2 et qui, si tout va bien, seront inclus dans le protocole de la biobanque pour la phase 3. Voilà, donc à travers cet exemple très concret, je voulais vous démontrer que dès maintenant, on peut utiliser ces big data. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait réaliste, avec des moyens qui ne sont pas extraordinaires. Il faut simplement être pragmatique, bien identifier les questions, bien identifier les partenaires, les experts, mettre en place des algorithmes simples, et dans ces conditions, on arrive à produire un certain nombre de résultats en agrégeant des données ici qui étaient parcellaires, qui étaient celles produites par notre recherche interne, avec des données qui viennent essentiellement du monde public, des données omics qui viennent du monde public, pour arriver à produire de nouvelles hypothèses et prendre des décisions. Donc au-delà de cet exemple qui était centré sur des biomarqueurs, évidemment le domaine d'applicabilité est beaucoup plus large. La bonne cible, le bon produit, la bonne maladie, et même plus particulièrement pour une maladie donnée, le bon segment de patients, et surtout utiliser ces informations pour mettre en place des essais cliniques de manière plus data-driven, c'est-à-dire basée sur des éléments vraiment mesurables. Plus largement, au niveau des systèmes de santé, ces approches de big data devraient permettre, à partir du moment où on sera capable de les gérer, notamment en temps réel, de travailler au niveau populationnel, avec la possibilité d'identifier et de caractériser quels sont les patients qui sont à risque, et leur proposer la thérapie appropriée. C'est la partie intervention. C'est évidemment en termes d'économie également très important. Je pense qu'on va nous demander de plus en plus d'avoir une approche comparative de nos produits, en utilisant non pas seulement des données d'essais cliniques qui sont quand même certainement biaisées, puisqu'on a une sélection de patients bien particulière, on a une adhérence quasiment complète de ces patients au protocole, ce qui n'est pas du tout forcément le cas dans le monde réel. Il y a aussi un aspect qui est l'analyse des sentiments, qui commence à être utilisé aujourd'hui essentiellement, je dirais, pour la communication et la mise en place de stratégies un peu plus commerciales, mais éventuellement aussi pour les praticiens. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie.